Bonjour chers internautes qui nous suivez sur e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme que je partage avec mon doyen Père Kopa. Bonjour Père Kopa. Bonjour Abdoulaye. Comme d'habitude, tous les dimanches, on se retrouve ici pour recevoir notre invité. Qu'est-ce que tu dis à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, là, en ce dimanche-là? Je suis très heureux de rencontrer ce garçon. Il s'appelle Robert Ngourniaï, ce serait bon temps. Son engagement dans le travail, son sens du partage, son humilité ont fait de lui un citoyen hors pair, je le dis. Très attaché à ses racines, mais un grand monsieur dans le tourisme sénégalais. Je l'aurais appelé monsieur e-tourisme. Dans une de nos universités, il est bien apprécié de par sa pédagogie, l'art d'inculquer sa connaissance à quelqu'un d'autre. On lui souhaite la bienvenue. Bienvenue, monsieur Robert. Bonjour. Bonjour, Laï. Bonjour, Père Kopa. Un honneur d'être là parmi vous. Hein. Vous êtes deux grands amis. Toi, Laï, vraiment, ça fait un bon bout de temps. Et notre papa à nous, notre doyen à nous, on a l'habitude de l'appeler Père Kopa. Donc, qui est aussi, lui aussi, un très grand monsieur du tourisme. Hein. Donc, je crois qu'on l'a suivi à plusieurs reprises dans les radios, dans les télés. Donc, c'est une très grande personnalité du tourisme. Et toi aussi, tu es en train de faire un travail magnifique avec cette chaîne. Merci, monsieur Robert. Père, on va parler aujourd'hui de tourisme et numérique. Donc, profil ne pouvait pas être meilleur qu'avec Robert. C'est ça, avec Robert. Donc, Robert, aujourd'hui, on va parler de tourisme et numérique. Mais avant de commencer, on peut laisser Robert dire qui est Robert, un peu son parcours dans le secteur touristique. La première question. Pourquoi qui est Robert? Qu'est-ce qui a fait de Robert un monsieur du secteur touristique? D'abord, Robert, c'est un fils de Nianing. Donc, qui dit Nianing dit tourisme. C'est l'un des. Nianing a été l'un des berceaux du tourisme sénégalais. Je crois que Père Kopa a travaillé à Nianing, au club Aljana. Donc moi, je suis un pur produit de Nianing. Je suis né à Nianing, j'ai grandi à Nianing. Donc forcément, j'ai grandi avec cette approche avec le tourisme et surtout l'importance que revêt le tourisme. Après, bien sûr, dans mon parcours qui m'a amené en France, j'ai travaillé dans des agences spécialisées dans la promotion touristique. Et puis de là-bas, à un certain moment, bon, je vous passe tout mon parcours un peu du côté de la France où j'ai fait mes études. Après, à un certain moment, j'ai eu l'appel du retour du pays, quoi. Donc, en quelque sorte. Donc, de la France, je suis revenu au Sénégal. J'ai fondé une agence spécialisée, justement, dans la communication touristique, c'est-à-dire dans le même métier, dans le même secteur où j'ai travaillé en France. Donc, spécialisé dans l'accompagnement numérique au niveau des hôtels. Après, bien sûr, j'ai été approché par l'université de Thiès, donc Ibader Thiam, où je m'occupe du module de e-tourisme pour les Master 1 et les Master 2. Donc voilà, grosso modo, ce qui m'a amené au tourisme. C'est bien beau. À votre arrivée, vous avez tâté le pôle touristique sénégalais, je pense. Et comment ça a été pour vous au départ dans la communication, dans le e-tourisme dont vous parlez? Est-ce que ça a été bien placé au Sénégal? Bon, déjà, moi, avant de venir déjà, je commençais déjà à tâter le pôle. C'est-à-dire depuis la France où j'ai été directeur technique dans ma dernière agence spécialisée dans la communication touristique. De là-bas déjà, je commençais à tâter le terrain. Donc, parce que je pensais déjà à ce retour-là. Je suis, au temps de Abdoulaye Wade, j'étais déjà revenu au Sénégal pour des vacances et j'avais approché le ministère du Tourisme. En ce temps-là, c'était Tchernolo qui était là-bas. Voilà, Tchernolo. Donc, j'avais fait un courrier et puis j'avais décliné un peu ce que je voulais, ce que je pensais pour le tourisme sénégalais. Et puis après, j'avais rencontré effectivement ses conseillers. Lui-même, je l'ai rencontré, mais furtivement. Puis il m'a mis en rapport avec ses conseillers. Mais déjà, pour répondre à votre question, c'est-à-dire ce qui m'a le plus poussé à faire cela, c'est parce que je voyais déjà le tourisme français, comment il marchait. Comment le numérique avait pris le pas, avait pris vraiment une place au niveau de la France, de sorte que le numérique, en termes de vente,
était toujours en tête des ventes, n'est-ce pas, de produits par Internet, le tourisme. Après le tourisme, c'était un peu tout ce qui était bijoux, mode, etc. Surtout tout ce qui est bijoux et tout ça. Après, j'ai regardé maintenant au Sénégal qu'est-ce qui se passait du côté numérique. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était un no man's land. On n'était pas du tout présent. Le peu de présence qu'on avait au niveau numérique, c'était une présence gérée par l'exogène, par des agences françaises, européennes, etc. Mais pas par les Sénégalais. Donc déjà ça, c'est un problème. Après, de là, par rapport à cette présence-là, je regardais un tout petit peu au niveau des hôtels. Est-ce qu'ils avaient déjà le minimum, à savoir un site internet? Et là, en ce temps-là, il n'y en avait pas. C'était encore nouveau. Certains n'étaient pas convaincus. Je vous dis autant de Tchernolo. Hein, donc, ça date encore. C'était un gros problème. Et c'est là où je me suis dit, je suis là en France, je travaille. Je suis directeur technique dans une agence spécialisée dans la communication touristique et j'ai vu vraiment ce que ça apportait. Parce que moi, par exemple, j'ai eu à mener de grands projets d'intégration d'informations touristiques, par exemple pour des destinations comme Nice. Nice, avant Nice déjà, c'était, je ne me rappelle plus de la destination, mais c'était une destination dans la région parisienne, n'est-ce pas? Ça va me revenir. Après, j'ai eu des projets comme l'intégration numérique de Nice, l'office de tourisme de Nice, etc. Et après, j'ai regardé et j'ai vu que ça apportait énormément au tourisme français. Je me suis dit, il faut que ce soit la même chose pour le Sénégal. Mais comment? Après, j'ai commencé à mûrir un projet, etc., etc. Et c'est ça qui m'a amené à un certain moment à revenir au Sénégal. Depuis lors aussi, je fais mon bonhomme de chemin. J'ai pas mal d'hôtels, de grands hôtels que vous connaissez. Je vais citer juste un qui est quand même très grand, le Lamantin Beach par exemple. Ça va faire plus de 5 ans que je travaille avec eux, avec aussi d'autres petits hôtels sur la petite côte. Mais pour les accompagner à avoir cette présence. Parce qu'à part la présence, à part le site internet, il y a aussi cette présence-là au niveau de toutes les plateformes de vente, toutes les plateformes de diffusion, n'est-ce pas? Et après, quand on y rajoute d'autres comme les réseaux sociaux, etc., c'est quand même une bonne opportunité. Mais si l'hôtel, si l'agence de voyage, si en tout cas l'acteur touristique ne saisit pas cette opportunité, ça ne sert à rien. Et on n'en profite pas. Parce que plus la localité, plus la destination a une présence numérique, dans ce cas-là, on va parler de contenu. Et ce contenu-là, c'est tout un chacun. C'est toutes les présences-là réunies qui vont créer le contenu touristique pour le Sénégal. Et ce contenu-là peut aller jusqu'à peser pourra maintenant peser sur, par exemple, sur les moteurs de recherche, sur les tours opérateurs, en tout cas la visibilité. Donc c'est cette somme-là. Donc même le guide, même votre chaîne-là, elle devient contributeur de ce contenu. N'est-ce pas? La belle vidéo que vous allez faire, le commentaire quand tu mets sur YouTube, tu vas mettre un commentaire. Bien sûr. Il y aura des mots-clés. Donc ces mots-clés-là vont constituer aussi, en quelque sorte, un contenu. Donc c'est tout ça qui est extrêmement important. Donc c'est ça qui m'a amené à me dire que bon, je reviens, j'essaie de mettre en place quelque chose, mais depuis lors, bon, on avance. Merci encore Robert, vraiment c'est bien dit. Je pense que tout est clair. Mais selon vous, le rapport entre le numérique et le tourisme, vous venez de le dire, hein, ça fait la promotion. Mais est-ce qu'ici, au niveau local, au niveau du Sénégal, parce qu'il faut contextualiser les choses, au niveau local, est-ce que vraiment le numérique joue vraiment, fait vraiment cet impact-là? Alors, le numérique tarde à encore vraiment prendre sa place au niveau du Sénégal. Récemment, quand on prend par exemple le code qui régit les agences de voyage, ce code-là, il ne parle pas vraiment de numérique, des agences numériques. Un petit jeune qui sort de l'université en Master 2
Nous, au niveau de Thiès, par exemple, on les pousse vraiment à être des entrepreneurs. Pourquoi pas? Mais ce jeune-là qui n'a pas forcément de l'argent qu'il faut, l'argent qu'il faut, par exemple, pour ouvrir une agence de voyage, il peut être tenté par ouvrir une agence de voyage en ligne. Qu'est-ce qui lui en empêche? Mais ce secteur encore n'est pas encore bien régi. C'est un exemple de ce rapport qu'on a au numérique aujourd'hui. Cette place-là que le numérique n'a pas encore. Même au niveau législation, il reste encore des choses à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce rapport-là, c'est un rapport qui n'est pas encore bien encadré et c'est dommage. Et c'est dommage. Donc, j'ai donné l'exemple de l'agence de voyage, mais ça peut aller jusqu'à la vente, par exemple, des produits, n'est-ce pas, autour du tourisme, etc., etc. En tout cas, ce rapport-là encore, c'est un rapport encore à regarder. Il faudrait retravailler, à intégrer dans la législation du tourisme. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Ça reste encore en tout cas. Il y a encore beaucoup de choses. Carrément, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais Abdoulaye Ngor, dans son programme très alléchant pour le Sénégal, il est venu apporter une peau neuve pour le tourisme sénégalais. Et j'avais vu un programme très intéressant qui devait être normalement un produit de tous les jours. Son rallye. De Salé à Nianing, son rallye. Oui, le marathon. Le marathon, moi je dis que, en quelque sorte, c'est vrai que ce n'est pas numérique à 100%, mais c'est clair et net que c'est un outil en plus qui vient apporter, c'est un outil, disons, c'est un produit supplémentaire pour le tourisme. Qu'est-ce qui nous a amené au niveau de l'agence à mettre en place ce marathon? Parce que nous, on dit, là, par exemple, il y en a beaucoup qui parlent du marathon d'Eiffage, mais nous, le marathon du Sénégal est beaucoup plus ancien que le marathon d'Eiffage, par exemple. Mais qu'est-ce qui nous a amené à ça? C'est parce que c'est parti d'un constat. Le constat, c'est déjà, nous, par rapport à moi, mon origine, Nianing, quand le Paris-Dakar, quand il y avait le Paris-Dakar, on avait beaucoup de touristes qui venaient pour assister à l'arrivée du Paris-Dakar, etc. Et ce Paris-Dakar-là, depuis qu'on l'a perdu, ça faisait partie des plus grands événements qui attiraient le tourisme. Ça, c'est une chose. Et depuis qu'on l'a perdu, on n'avait plus ce type d'événement-là. Aujourd'hui, les marathons modernes font que, les statistiques l'ont montré, quand vous prenez un marathonnier qui vient dans une localité, il passe dans la localité minimum 4 jours. 2 jours avant pour préparer l'événement et 2 jours après pour se reposer. Donc minimum, il passe 4 jours. Et ces 4 jours-là, concrètement, il va forcément acheter un billet d'avion, il va rester dans la localité. Et nous, par exemple, pour faire le lien avec le numérique, justement. C'est bénéfique pour la localité. C'est bénéfique, mais pour faire le lien avec le numérique, nous, en quelque sorte, ce qu'on est arrivé à faire avec ce marathon-là, c'est carrément numériser tout ce qui est réservation, achat du ticket, achat du dossard. C'est-à-dire, depuis l'étranger, les touristes, ils voient ça. On met un paquet, vraiment, on met vraiment toute une énergie pour créer une visibilité justement de la destination autour du marathon. Tout à l'heure, vous avez parlé de réservation par rapport à votre marathon. Donc là, si on vient un peu sur les réservations en ligne avec les plateformes, c'est une façon ça peut être peut-être une possibilité pour les touristes de faire des comparaisons de prix, de faire des rapports, rapports qualité-prix. Selon vous, qu'est-ce que ça favorise dans le secteur touristique? Alors, ça donne déjà un choix supplémentaire. Ça leur donne une panoplie aux touristes, une panoplie de choix, un large choix. C'est-à-dire, avant, comment ça se passait? C'est-à-dire, on voulait venir par exemple au Sénégal, on allait dans une agence de voyage, on soumettait, on leur parlait de votre souhait, et eux, ils regardaient dans leur catalogue et ils vous imposaient, à la limite, entre guillemets, ils vous imposaient la destination. Mais aujourd'hui, le touriste, avant de partir, il compare.
Il a une comparaison à faire. Avant de partir, regardez vous-même ce que vous faites. Ouais. Quand vous voulez partir, par exemple, en Gambie, vous ne connaissez pas d'hôtel là-bas, vous ne savez pas, vous regardez tout de suite, vous prenez votre téléphone, vous regardez les hôtels en Gambie. Ouais. Le touriste, il faut imaginer qu'il fait pareil. Il fait pareil. D'ailleurs, dans le parcours du client, c'est les 5 étapes. Et parmi les étapes, après le rêve qu'on voit partout, c'est pas que sur le numérique, ouais. mais en quelque sorte, c'est cette recherche-là, ce premier pas vers le numérique vient du rêve, n'est-ce pas? Ils vont sur Internet, ils vont comparer. Et pour répondre à votre question, cette comparaison-là, ces innombrables plateformes, au final, vont permettre aux clients, aux futurs touristes, de savoir où est-ce qu'il veut aller, de choisir le meilleur prix. Mais aussi pour les fournisseurs, les hôtels, les agences de voyage, etc., ça leur permet un tout petit peu de se concurrencer. De ne plus imposer aux touristes des tarifs exorbitants. Donc au final, on va vers un juste tarif, un juste prix pour le client. Donc effectivement, il va faire sa comparaison et ça, c'est la deuxième étape de son voyage au niveau numérique, de ses étapes au niveau numérique. Parce qu'après le rêve, il va faire cette comparaison-là. C'est ça. Voilà. Ouais. Abdoulaye, c'est intéressant. Donc moi j'ai aussi l'autre question. Le numérique, c'est vrai que le numérique, ça favorise, ça permet aux gens de connaître les destinations. Et quand on connaît les destinations, ça peut nous pousser à faire des rêves et aller dans ces destinations-là. Donc maintenant, ça facilite aux touristes ça. Mais la question que je veux poser, le numérique, ça favorise la qualité des voyages ou la quantité des voyageurs? Bon, tout dépend. Parce que, comme je vous l'ai dit, le touriste aujourd'hui, la première chose qu'il va faire, comme j'ai dit, il compare. Mais dans cette comparaison-là, charge au touriste de se dire que moi, je veux tel type de voyage. Le touriste qui a l'habitude, par exemple, de venir dans un environnement comme le Lamentin, s'il vient au Sénégal une fois là-bas, et qui veut revenir dans le même standing, il peut aller par exemple à Rhino. Par exemple. Mais sache qu'il n'ira pas ailleurs que là-bas. S'il ne veut pas aller à Rhino, il peut aller au Rio. Il faut le même standing. C'est ça. Donc cette qualité-là, elle va rester. Mais maintenant, le touriste, il aura son choix. Parce que celui qui n'a pas l'habitude d'aller dans le Saloum, sous des cases, etc., celui qui n'a pas cette habitude-là, tant qu'il ne décide pas, il n'ira pas là-bas. C'est ça. Mais quand il le décide, quand c'est un client, par exemple, un touriste, par exemple, qui a l'habitude de faire du tourisme écolo, du tourisme vers l'habitant, etc., lui, quand il va faire ses recherches, il va taper des mots-clés pour aller là-bas. C'est ça. Donc maintenant, par contre, la qualité, la quantité, tout dépendra de la politique touristique de la localité, de la destination. Si le Sénégal, sa politique, c'est d'affréter des charters, disons les gros vols, jouer sur la quantité, pas de souci. Ce sera sa politique. Il les amène. Mais ce sera aussi, il va embarquer en même temps tous les hôtels, les acteurs touristiques à accueillir la quantité. Et non pas peut-être la qualité. Même si on sait que quantité ne veut pas dire forcément une moindre qualité. Donc, mais ça dépend de la politique. Ça dépend de la politique de la localité. Mais nous, notre politique aujourd'hui au Sénégal, elle ne permet pas justement cette quantité-là. On n'est plus sur la qualité, sauf que on n'a pas forcément un accueil de qualité. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand on regarde un couple pour 7 jours qui va aller comment on appelle ça, en Égypte, quand on regarde ce qu'il va payer, il va payer pratiquement rien comparé à un couple qui veut venir
au Sénégal pour 7 jours. Je m'étais mis à calculer un peu pour 7 jours, par exemple, pour un couple. Vol plus hôtel plus petit déjeuner. Au Sénégal. Vol, hôtel et petit déjeuner seulement. Au Sénégal pour un couple, pour 7 jours. Ouais. Il dépense 3 319 000. Bon, il y a peut-être 3 mois que j'ai fait cette comparaison. Ouais. Il paye 3 319 107. L'avion. Le vol, l'hôtel, le petit déjeuner seulement. 7 jours. Pour une semaine. Pour une semaine. Le même couple se dit, bon, le Sénégal, c'est trop cher. Je vais essayer de regarder l'Égypte. Pour 7 jours. Ouais. Le même couple va dépenser seulement pour un hôtel, le vol, l'hôtel et tout compris, madame, pension complète. En PC. Ouais. En pension complète. Ouais. Imaginez 917 000 seulement. 917 018 francs CFA. Quand j'ai fait la comparaison. Ouais. Le même couple pour venir au Sénégal va dépenser 3 fois plus. Quelle est notre politique? Est-ce qu'on le fait, notre politique aujourd'hui, c'est pour faire venir les gens ou quelle est la niche? Donc vous voyez ce que je veux dire? Cette qualité, quantité, qualité, tu vois, par rapport au tourisme, tout dépend de la politique. Après, on va se dire, mais pourquoi c'est aussi cher? Il faut voir les billets d'avion. Professeur, si je reviens un peu en arrière là, le e-tourisme, en fait, si vous définissez le e-tourisme, ça sert à quoi dans le tourisme? Le e-tourisme. Le e-tourisme, c'est toutes les, disons, d'une manière très simple, hein, c'est toute la stratégie qu'on va mettre en place pour vendre un produit touristique. Quand on dit stratégie maintenant, il y a la visibilité, n'est-ce pas? Il y a les outils de distribution, il y a la communication, le e-marketing, n'est-ce pas? Etc., etc. Et aussi, il y aura la notion de e-réputation parce qu'on parle maintenant de vente par Internet. Quand on dit e-réputation, c'est votre réputation sur Internet. Ouais, pourquoi? Parce que quand le touriste, dans les 5 étapes, la 6e étape, la 5e étape, pardon, c'est ce qu'on appelle le partage. Le partage, c'est quoi? C'est qu'une fois que le touriste est venu et il a fait son voyage, il retourne chez lui, il va commencer maintenant à partager son expérience. Et ce partage d'expérience-là, s'il est passé par exemple dans votre hôtel, forcément, il va donner son avis sur votre hôtel. C'est tout cet avis, c'est tout ça qui va, pour votre hôtel, qui va constituer votre e-réputation. Et tout ça fait partie justement du e-tourisme. Il y a aussi ce qu'on appelle, toujours dans le e-tourisme, il y a ce qu'on appelle la e-relation. C'est la relation qu'il y a par Internet. C'est le mailing, le mail, le premier mail par exemple d'approche, parce qu'on dit, la personne, le client qui regarde par Internet, qui fait sa recherche, etc., tout ça, et il dit, ok, je veux venir à Saly, je veux venir à tel hôtel. Je regarde, la première chose qu'il va faire, s'il choisit l'hôtel, il regarde le site internet de l'hôtel. Si vous avez une présence sur Internet et que vous n'avez pas de site Internet, ce n'est pas intéressant pour lui. Il se dit, mais est-ce que l'inconnu commence à se poser? Donc, une fois qu'il a regardé le site Internet, il va essayer de vous contacter. Donc, ce mail de contact-là, c'est ça, ça rentre dans la e-relation qu'il y a. Après aussi, ce mail-là aussi, il y a des étapes. Le mail de contact, le mail de pré-réservation, le mail de confirmation de la réservation et le mail d'accueil. Et il y a aussi le mail de retour où on dit merci d'être passé. Tout ça, c'est des choses que les hôtels doivent connaître, doivent maîtriser et doivent automatiser. Doivent automatiser. Parce que si par exemple pour une réponse d'un client, pour le contact d'un client, s'il faut toujours taper le même corps de mail à chaque fois, on ne peut pas. Donc, il faut forcément automatiser des choses. Donc, il faut, dans toutes les étapes là, de cette relation client par mail, il faut une automatisation, il faut préparer des choses et arriver à automatiser.
Ouais, tout ça rentre dans cette matière assez vaste de réputation. Professeur, dans la formation, par exemple, dans vos filières tourisme et autres, moi j'ai rencontré des jeunes Sénégalais qui veulent le métier. Et moi je pense que cette théorie doit être liée à la pratique. Mais ces étudiants, pendant plusieurs années, ont des problèmes de stage dans les hôtels. Alors je me pose la question de savoir, la direction de l'université et les structures hôtelières, comment ça se passe? Bon, au niveau de Thiès, on fait énormément d'efforts, c'est clair, pour vraiment accompagner les étudiants qui sortent à trouver quelque chose. Moi-même, je les trouve un peu partout maintenant. Je les trouve pas mal dans les hôtels maintenant. Des fois, j'ai un rendez-vous dans un hôtel, j'arrive et « Ah, monsieur, ça va ?» Et on se rend compte que c'est un ancien étudiant. Néanmoins, c'est un problème. Faut pas qu'on se voie la face. C'est un réel problème. De trouver un stage, déjà, c'est un problème. Mais déjà, de faire une enquête dans le cadre de leur projet de mémoire, c'est un réel problème. On ne leur ouvre pas la porte, on leur accorde pas de temps, c'est compliqué pour eux. Pour les étudiants, rien que faire des enquêtes pour leur projet de mémoire et tout ça, c'est un problème. Warantuma, trouver un stage. Et c'est dommage. C'est dommage parce que les jeunes qu'on forme, ils ont énormément à apporter dans les hôtels, surtout du côté numérique. Oui. Parce que moi, mon agence par exemple, on accompagne les hôtels sur cette présence. Mais on sent que si au niveau des hôtels, on avait des répondants plus jeunes, plus au fait, plus ouverts vers cette technologie-là, ça allait nous faciliter la vie par rapport à leur accompagnement. Bien sûr. Mais néanmoins, on y va étape par étape, mais c'est clair et net que c'est un réel problème. Et pourtant, ils ont cette formation-là, côté numérique, cette ouverture côté numérique. Parce que les jeunes aujourd'hui, par rapport aux nouveaux outils de vente, aujourd'hui les outils de vente, Facebook et tout ça sont une partie intégrante dans les outils de vente. Facebook, les réseaux sociaux, etc. Twitter et Instagram. Instagram, aujourd'hui, on est dans un monde où c'est photo, vidéo. C'est ça. Quand on dit photo, vidéo, Facebook, réseaux sociaux, tout ça, YouTube. Aujourd'hui, TikTok. Tout ça, c'est des outils. C'est des outils que les jeunes maîtrisent. Quand on prend YouTube, par exemple, le secteur numérique, le secteur hôtelier, le secteur touristique ne profite pas assez de YouTube. Vous savez quoi? Oui. Le nombre pas de vues, mais le nombre de les séries télé là. Ah, ok. Le nombre de séries télé. Il y en a plein. Et il y en a pour tous les goûts. Et pourtant, les hôtels n'ont pas encore maîtrisé, ne sont pas encore présents dans ces séries-là. Pour les sponsoriser. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les sponsoriser. Votre chaîne et une autre chaîne, les séries, etc., ils n'ont pas cette présence-là. Parce que aussi, c'est là où je me dis que le ministère a encore beaucoup de choses à faire. Du côté de la formation. Arriver à mettre en place des modules, d'une manière périodique et d'une manière constante, vraiment sur toute l'année, pour pousser les hôtels à se former. Qu'on fasse des ateliers numériques. Au niveau du personnel des hôtels. Au niveau pour les hôtels. Dans le cadre du e-tourisme, dans tous les modules. Les appeler, leur dire par exemple comment vendre son hôtel via Facebook. Ah, ça c'est important. Des modules comme ça, simples, basiques. Parce que Facebook, malheureusement, dans les hôtels, la plupart du temps, quand on les approche, pour le moment, il n'y a que les grands hôtels et les moyens hôtels qui comprennent, en tout cas, le travail qu'on est en train de faire. Mais il y a des hôtels, quand on les approche, ils te disent « Oui, mais moi, j'ai Facebook, quoi. Donc, Facebook, je maîtrise. » Mais c'est tout à fait différent. C'est-à-dire, maîtriser Facebook pour ton Facebook à toi, c'est totalement différent avec vendre sa destination, vendre son hôtel
via cet outil-là, par exemple. Mais je dis Facebook, il n'y a pas que Facebook. Il y a encore beaucoup d'autres outils. Mais le ministère devrait arriver à mettre en place des modules comme ça pour les hôtels. Arriver à les pousser à une formation. Ça manque énormément. Surtout la formation. Ça manque énormément. Donc, Robert, si on vient un peu sur maintenant les voyages, on nous dit que la réalité virtuelle permet aux voyageurs, aux touristes, comme vous direz, le voyageur c'est toujours le touriste. Oui, le touriste, le voyageur. De découvrir des destinations avant d'être sur place. Mais visiter une destination avant d'être sur place, des avantages ou des inconvénients? Bon, je dirais pas que c'est... c'est-à-dire que c'est vrai qu'on perd en quelque sorte ce côté mystère, ce côté découverte, ce côté surprise. Parce qu'on a déjà un aperçu de ce qu'on veut visiter. On a déjà un aperçu. C'est vrai qu'on perd un peu de ce côté-là. Avant Internet, moi je me rappelle très bien, quand je partais en France, quand je suis arrivé en France, dans mon université, il y a quelqu'un qui m'a une fois posé la question, mais comment tu as fait pour venir? Je dis, j'ai pris une pirogue. et franchement, il y a cru au début. Hein. Après, en ce moment, mais c'est pour vous dire qu'avant, ce côté-là, on l'a perdu parce qu'avant, les gens ils croyaient qu'on vivait dans des arbres, etc. Tout ça, dans les bars. Donc, on a perdu ça avec Internet, c'est clair et net. Mais néanmoins, visiter quelque chose d'une manière numérique n'a rien à voir avec ce qu'on vit. On n'a pas le sourire comme ça. Là. On n'a pas cette chaleur. On n'a pas le Sénégalais aime serrer la main tout le temps. Donc on n'a pas ce contact-là. C'est tout à fait différent. Et ce que les gens viennent chercher, c'est pas quand on va dans un 5 étoiles. On peut être bien installé dans une chambre, tout est bien, mais il y a beaucoup de touristes. Ils ne viennent pas pour ça. Ils ont laissé un 5 étoiles chez eux, en réalité. Donc cette réalité virtuelle, elle fait perdre un côté, mais c'est encore intéressant parce que ça permet quand même de ne pas être trop dépaysé. Voilà, après, bon, voilà, on ne peut pas tout avoir. Hein. On ne peut pas tout avoir, c'est clair et net, mais voilà quoi. Voilà, on ne peut pas avoir Robert sans pour autant rentrer dans le nœud de la guerre, comme on dit, la promotion de la destination. Ça fait beaucoup d'années, on dit que le Sénégal ne fait pas de promotion. Et si on ne fait pas de promotion, M. Ndiaye, est-ce qu'on pourrait réellement vendre le pays là? Le fonds de promotion, on nous dit par rapport à d'autres pays, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui fait la promotion? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir d'autres personnes alliées au ministère, par exemple l'association des guides touristiques, l'association des chefs de cuisine, des gens comme vous, innover, apporter des initiatives au sein de la promotion de la destination? Comment vous voyez cela? Vous savez, de toute façon, nous, je le cache pas, je l'ai toujours dit, on est nul en promotion. On est très nul en promotion. On est encore dans, oui, on va au salon de Paris et tu les vois habillés, ils vont au salon de Paris, mais ce n'est pas pour vendre la destination, c'est plus pour faire des contacts, etc. C'est ça qu'on a trouvé depuis Mathusalem et on le continue. Il faut que ça s'arrête. D'abord, quand on parle de budget de promotion, quand on prend le budget de promotion du Maroc, comparé à ce que le Sénégal dégage pour sa promotion, mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Il y a un moment, par exemple, on voyait au Rwanda, on voyait dans une équipe, je ne sais pas, c'est le Paris Saint-Germain ou je ne sais pas quelle équipe, où il y avait Visite Rwanda. Ouais, c'est ça, c'est le PSG, je pense. Visite Rwanda. Ouais, c'est le PSG, hein? Visite Rwanda. Mais Visite Rwanda, combien de spectateurs regardent le PSG et des spectateurs de tous bords? Ceux qui ont de l'argent, ceux qui n'ont pas de l'argent, des riches, des pauvres, ils ont tous une passion commune, c'est le PSG. Et le Rwanda est arrivé
à apparaître sur, je ne sais pas, est-ce que c'est le PSG ou pas, mais je pense que c'est le PSG, hein, à apparaître sur une grande équipe de Ligue 1, visite Rwanda. Ouais. C'est beaucoup d'argent. Si le Rwanda vous disait combien ils ont casqué pour avoir ça, ça doit être beaucoup d'argent. Combien ils vont gagner? Voilà. Quand ça a été remué ici au Sénégal, on a vu au ministère, ils ont fait venir ici Marseille, l'équipe de Marseille, soi-disant pour faire ça. Depuis lors, depuis lors, tu as encore vu. Nous, on est des gens, c'est-à-dire on est sur des coups de com'. Des coups de com'. Coups de com'. L'ASPT, pour lui, la promotion de la destination au Sénégal, c'est Facebook. Ah non. Non, pour nous, c'est ça. Donc, il faut, à un certain moment, qu'on regarde encore ce secteur, surtout de ce côté-là. Qu'on aille exploiter des niches, qu'on aille exploiter des marchés non encore vraiment saisis, comme les pays scandinaves, etc. Comment est-ce qu'on vend aujourd'hui Gorée? Est-ce que jusqu'à présent, vous voyez de grands retours, des Américains qui viennent visiter Gorée? Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous voyez ça? Non. Et pourtant, c'est quelque chose à vendre. Ouais. Aller au Brésil, leur vendre Gorée. Aller aux Antilles, leur vendre Gorée. Bien sûr. Ouais. Faire des événements back to roots pour qu'ils viennent revivre encore. Le Bénin en profite énormément. Le Bénin en profite énormément. Et malheureusement, ici, on ne fait pas grand-chose. Et tout ça, c'est de la promotion. Le culinaire. La culinaire. Il y a quelque temps, le Thiéboudjen a été introduit au patrimoine, n'est-ce pas, de l'UNESCO. Depuis lors, est-ce que vous avez entendu un véritable événement sur le Thiéboudjen? Non, mais, honnêtement, là, on vous... Bien sûr. Tous les patrimoines, tout le patrimoine aujourd'hui de l'UNESCO en France, c'est un patrimoine qui est valorisé touristiquement parlant. Nous, on a le Thiéboudjen, on a l'occasion maintenant d'avoir un produit touristique culinaire, en faire un véritable outil de vente, de captation de touristes culinaires. Et on n'en fait rien. Madame Samba Mbayane nañ ko au début. Oui, maintenant Thiéboudjen, on a refait encore des articles sur Thiéboudjen, Penda Mbaye, qui est Penda Mbaye, etc. Mais ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Alors qu'on a d'excellents chefs de cuisine. Ils sont très forts. On a d'excellents chefs de cuisine. J'ai vu que vous avez invité récemment un ami à moi qui est chef. On a d'excellents chefs de cuisine. Si on les mettait autour d'une table, si on mettait sur la table ce Thiéboudjen, on leur dit, mais comment est-ce qu'on peut valoriser? C'est ça. Faire de sorte que les touristes se disent, ok, telle date, on choisit une date, la date d'anniversaire. Une date d'anniversaire, la date d'anniversaire d'entrée au voilà, la date d'entrée, la date d'anniversaire d'entrée au, comment on appelle ça, au patrimoine. Hein? Cette date-là, on devait la fêter. Comment? En faire un rendez-vous touristique culinaire. Faire de sorte que ce soit la journée nationale du Thiéboudjen. Allez vendre ça au niveau des salons. Voilà une bonne idée. Que ça soit une journée ou bien une semaine ou bien le mois du Thiéboudjen sénégalais. Que ça soit des choses que les touristes vont venir découvrir. Mais il y a même les Nigérians peuvent venir voir ça. Parce qu'il y a justement le Jollof Rice. Le Jollof Rice, c'est Thiéboudjen. Mais pourquoi ils disent Jollof? Jollof, c'est où? C'est chez nous, le Jollof. Hein? Non, mais c'est vrai, on arrive. Mais un jour, j'ai vu une vidéo de Davido où on lui posait la question.
entre comment on appelle, entre le jollof rice et jollof rice qui est au Nigeria et un autre jollof rice mais qui est un peu du comment on appelle ça, du Ghana. Et Davido, vous savez la réponse, il lui a dit oh, sénégalaise. Sénégalaise. C'est-à-dire, il leur a répondu que non, le vrai c'est celui du Sénégal. Donc, si on avait une journée comme ça, ou bien un mois comme ça, où on faisait la promotion, même les Nigériens viendraient ici pour goûter le vrai jollof rice. Il y aurait le monde, hein? Les Américains. D'où l'importance de nous dire qu'en quelque sorte, notre promotion, on l'axe vers, on l'a bien axé depuis Mathusalem, depuis les Toubabs jusqu'à présent, on l'a axé vers l'Occident. Mais l'Afrique est un marché. C'est un marché. L'Afrique est un marché. Bien sûr, mais bien sûr. Mais on n'en fait rien. Donc, pour revenir à votre question, par rapport à la promotion, on n'a rien fait. Il manque encore énormément de choses de ce côté-là. Énormément de choses. On ne va pas jeter la pierre à gauche, à droite. On est tous fautifs, en quelque sorte. On est tous fautifs. Nous, comme on a toujours dit, on est roi de tout ce qui est symposium, réunion, blabla. Vous allez inviter ici quelqu'un, il va dire, non, il faut qu'on fasse les états généraux du tourisme. Ok, après, on fait les états généraux du tourisme. Après, ça va être rangé dans les tiroirs. Après, j'arrive à une autre question. Les transactions en ligne, c'est-à-dire que c'est toujours dans le numérique. Ça facilite les paiements, mais est-ce que ça ne joue pas, ça n'a pas d'inconvénient sur les revenus des populations locales? Alors, transactions en ligne, réservation en ligne. Parce qu'il faut savoir une chose. La réservation, vous pouvez réserver Booking. Booking, par exemple, qui est une grosse plateforme de distribution. C'est ça qu'on appelle les OTA. Les OTA. Online Travel Agency. Donc, les agences. Donc, c'est les agences qui distribuent. Il y a Booking, il y en a plein. Il y en a énormément. À foison. Donc, sur ces plateformes, on peut réserver. Sans payer. Certaines plateformes, on réserve, je prends l'exemple de Booking, on réserve, on ne paye pas. Mais on consomme. On va payer sur place. Sur cette réservation, qui est intéressante, les hôtels ne peuvent plus passer de Booking. Sur cette réservation, il faut savoir qu'il y a toujours 15% que l'hôtel va reverser à Booking. 15%. Donc, pour le Dakarois, il y a beaucoup de Dakarois qui réservent par Booking. Pour le Dakarois qui réserve par Booking, il vient à l'hôtel, il consomme et retourne sur Dakar. De l'argent de ce Dakarois-là, vous allez prendre 15%, vous allez gagner quoi de que. Voilà. Booking. Il est passé par Booking. Voilà. Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Un Dakarois qui réserve par Booking, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, parce que nous, les hôtels qu'on accompagne là, tous les mois, on fait les statistiques. Et je peux vous dire que dans les statistiques, il y a énormément de Dakarois qui passent par Booking. On retrouve ça par le pays. Ce Dakarois qui réserve par Booking, qui arrive, qui consomme, qui paye et qui rentre. Vous prenez de l'argent de ce Dakarois-là, 15%, nga fay ko Booking, mu dem. Pourquoi nous? Je reviens à la promotion. Je vais continuer ta réponse, ta question. Je reviens à la promotion. Pourquoi nous, on n'a pas fait assez dans cette promotion-là pour mettre en place, d'abord en amont, mettre en place une plateforme spécialement dédiée peut-être à capter ce tourisme local-là. Important. Et que ça soit quelque chose de pérenne. Et quelque chose de bien fait. Une plateforme, quand on dit une plateforme de mutualisation, ça veut dire qu'avant, il y a tout un travail à faire pour avoir un système d'information touristique
capable d'alimenter la plateforme et de l'alimenter correctement. Et qui va durer. Et qui va durer. Donc, si on n'a pas ça, on perd de l'argent. Parce que les gens passent par Booking. Donc, si je vous comprends bien, le TAM au Sénégal pouvait faire ce travail-là. Oui, mais le TAM au Sénégal pouvait faire ça, mais moi, honnêtement, j'ai salué, hein, j'ai applaudi. J'ai applaudi. Mais c'est aérien. C'est aérien. Techniquement, il n'y a pas quelque chose. De national surface. Non. C'est pas en créant un site internet et dire oui, TAM au Sénégal, voilà que c'est. Non. Il y a tout un travail à faire. Il y a tout un travail. C'est encore autre chose. C'est encore, il y a beaucoup. Il y a le travail en amont qui consisterait à mettre en place un véritable système d'information touristique capable d'être distribué sur tous ces types de plateformes-là. Des plateformes catégorisées. Tourisme vert, tourisme nangam, mais il faut à la base ça. C'est une grosse base de données, n'est-ce pas, qui va alimenter. Tant que nous, on n'a pas ça au Sénégal, le numérique, cette bataille, pour maîtriser notre numérique, on ne va jamais la gagner. Parce que nous, on ne maîtrise pas justement notre numérique. C'est d'autres qui en profitent. C'est d'autres qui en profitent. Maintenant, par rapport à cette réservation-là, en tout cas nous, là où on accompagne les hôtels pour qu'ils puissent y gagner, c'est en essayant de faire en sorte que leur site internet arrive à vendre maintenant. Parce que quand je prends l'exemple de Booking, le touriste peut réserver et ne pas venir. Ça devient encore une perte supplémentaire pour l'hôtel. On est d'accord? Mais nous, on ne leur déconseille pas d'être sur Booking. Il faut être sur Booking, il faut être bien présent sur Booking. Mais on équipe leur site internet. On fait tout le nécessaire pour que leur site internet représente pour eux une véritable force de vente. Mais une vente de bout en bout, une vente confirmée. C'est ça. L'équiper par un système de réservation et de paiement en ligne. De sorte que le touriste, qu'on lui donne le choix, s'il dit « Ok, je veux venir à tel hôtel », il a vu l'hôtel sur Booking. Il regarde le tarif. Mais toujours dans la deuxième étape, dans la fameuse deuxième étape de recherche, de comparaison dont je vous ai parlé, dans les 5 étapes, dans la deuxième étape, justement, il va faire une chose, il va regarder Booking, mais il va aller sur le site internet. Et quand il va sur le site internet, il va regarder le tarif. C'est ça. Si ton outil maintenant, ton site internet maintenant, devient pour toi une force de vente, tu fais de sorte à ce que toutes tes chambres affichent un tarif moins cher que Booking. À 15% par exemple. Tu sais que si le client passe par Booking, tu prends 15%, tu le jettes, mais tu dis non, ces 15% là, moi sur mon site internet, je vais les enlever. Tu deviens moins cher que? Même jusqu'à 10%. Voilà, mais jusqu'à 10% tu gagnes. Donc tu deviens moins cher que Booking. Ce que tu as maintenant en plus, c'est que tu dis au client, pour profiter de ces 10% de moins, il faut payer. Il paye. Donc c'est la troisième étape. C'est la troisième étape de ce parcours numérique-là. C'est la troisième étape, c'est le paiement en ligne. C'est rassurant. La réservation et le paiement en ligne. Donc c'est rassurant. Et toi, une fois que c'est payé, tu es sûr que cette chambre-là, elle a été payée. Donc, Père, vous avez un dernier mot? Un dernier mot, c'est de souhaiter à Robert Ngor une longue vie et une santé de fer. Le Sénégal est en train de songer. Un vent de changement a soufflé dans le domaine touristique. Il fait partie de ces gens-là. Sa simplicité de tout à l'heure, son humilité et son savoir sur le tourisme. L'État doit l'utiliser. Je fais appel au ministre du Tourisme, je le dis ouvertement. Je suis dans une télévision. De l'appeler Ngor, de le faire son conseil technique, pourquoi pas. Il peut y avoir des conseils techniques qui ne siègent pas au ministère, mais qui sont dans le travail et qui conseillent le ministre chaque fin du mois. Il rencontre le ministre, pourquoi pas. Il faut innover. Il faut apporter des initiatives dans ce tourisme-là. Au moment où nous parlons de tourisme, tant qu'il n'y a pas d'innovation, créer de nouveau, je l'ai dit, on ne favorise que des voyages. Mais Ganganele, je vous remercie.
Donc, je vous remercie infiniment. comme on a dit, hein, Robert, vous aussi, votre dernier mot avant la fin de cette émission. Ben, vous remercier d'abord et par rapport à l'invitation et juste par rapport à l'initiative que vous avez. Parce que je crois qu'on ne parle pas assez du tourisme, malheureusement. On ne parle pas assez du tourisme alors que le tourisme fait partie des piliers de l'économie sénégalaise. Ouais, bien sûr. Quand on regarde Saly et Nianing, je prends l'exemple de Nianing. Je ne peux pas ne pas en parler. C'est le berceau du tourisme. Voilà. Quand on prend Nianing, les moments fastes du tourisme à Nianing, moi, je vous l'ai dit, j'y suis né. Toute mon activité sociale et tout ça, je fais ça à Nianing. Parce que voilà. Mais quand Nianing avait le domaine de Nianing et le club Al-Jana, il y avait ce qu'on appelait un plein emploi à Nianing. C'est-à-dire tout le monde travaillait. Si on ne travaillait pas dans l'hôtel, on avait un travail connexe à l'hôtel. Soit Amga Auto, tu fais les excursions, ou bien vous avez un verger, fondé, ou bien moi, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant à l'école primaire, tous les, je crois, mercredi ou samedi, il m'arrivait de sortir il m'arrivait qu'on m'embauche pour aller pour participer à une sortie de calèche pour les touristes. Et en ce temps-là, je revenais avec 3000 francs. 3000 francs, pour un enfant. Tout à fait. C'était de l'argent. La pêche marchait. La pêche, elle marchait. Qu'on vendait aux touristes. Mais aujourd'hui, on a perdu les deux hôtels là. Les deux hôtels à tout casser, c'était près de 1000 lits. On a tout perdu. Donc le tourisme aujourd'hui, malheureusement, on l'a relégué au second plan, alors que c'est un pourvoyeur d'emploi. Et c'est dans ce sens-là que j'appelle quand même les autorités à faire le nécessaire, surtout au niveau local. Ouais, surtout au niveau local. Parce qu'on a beau dire que le tourisme est une compétence. J'aimerais bien un jour qu'on parle de la gouvernance touristique. Mais on dit que, par exemple, le tourisme est une compétence que c'est pas une compétence transférée. Mais rien n'empêche à une localité touristique de créer, d'avoir son programme touristique. Bien sûr. Bien sûr. Mais si nous voulons c'est pas une activité culturelle, etc. Pourquoi une localité comme Nianing ou autre chose comme Saly ne peut pas mettre en place un circuit carrément? Pourquoi ils ne peuvent pas aller jusqu'à créer un musée de leur localité? Je prends le Sine et Saloum par exemple, Sine Saloum et tout ça. Il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Arriver à mettre en place des musées qui parlent de telles choses, etc. Donc, de ce côté-là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et je crois que c'est là où votre émission est intéressante et doit être accompagnée. Parce qu'ici, on parle de tourisme dans toutes ses formes. Parce que le tourisme est transversal. C'est ça, il est transversal. J'ai l'habitude de dire que je prends un peu de temps, mais ça je l'ai eu d'un ami, un grand ami à moi qui me l'a une fois, je l'ai entendu de lui et depuis lors, c'est vrai que je dis, mais c'est vrai ce qu'il dit. Quand on regarde l'assiette du tourisme, du touriste, assiette bu muy lekk, lu muy lekk. Li ci ne. Tu te dis lu muy lekk yépp man dans ma localité là, le touriste bi di lekk yépp dinaa ko fa jëlee. Waaw. Dina lekk lan? Dina lekk salade. Dina lekk légume, grosso modo. Dina lekk yàpp. Dina lekk ginaar. Dina lekk mbaam. Dina lekk jën. Dina lekk yi céréales, etc. Culinairement parlant, nga dugal fa ñeleng. Ak leneen ak leneen. Ñeleng ak leneen, ça vient de chez nous. Pourquoi pas? Ngourban, ça vient de chez nous. Donc, nga ne assiette boobu
à 70%, dama bëgg mu jóge sama localité. Mais nga def le nécessaire. Organiser la localité de sorte à être un fournisseur de cette assiette-là. Bien sûr. Mais loolu dafa soxla les maires là génnee ci seen bopp yëfu caaxaan ay organisation caaxaan penser développement local. C'est important, très important. Foofu laa bëggoon et qu'ils arrêtent. Non xaaral ma nopp xaaral merci encore Robert. Vraiment c'est un plaisir de te recevoir sur notre plateau. Vraiment on n'a pas regretté comme je t'ai dit Père Kopa. C'est très beau. Et merci encore Robert, merci encore Père Kopa. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous suivez sur e-Tourisme TV. C'était tout pour votre émission Parlons Tourisme. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.